C'est parti pour le décryptage de l'actualité par les professionnels des médias. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Press de ce samedi. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission de partout à travers le monde. La grande actualité reste la sortie du gouvernement Sama 2 avec l'entrée en fonction de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, nommés respectivement vice-premier ministre de l'économie et vice-premier ministre de la défense. On ne va pas aussi oublier le vieux François Kaboulo, Mwana Kaboulo, qui est nommé ministre des Sports, Moussa Nyamouissi également, nommé ministre en charge de l'intégration régionale. Voilà donc la grande information de cette semaine. On va faire le point aussi sur la proposition des lois Tchani. Vous avez suivi il y a peu la sortie médiatique de Jean-Claude Mouyambo, ces bâtonniers qui montent au créneau contre cette loi qu'il qualifie de séparatiste, mais en même temps aussi Tony Bolamba, ancien gouverneur du Grand Équateur, actuellement d'ailleurs membre de l'Union Sacrée, s'oppose à cette loi qu'il qualifie de ségrégationniste. Je reçois sur ces plateaux Merveille Baelengue, il est encore seul pour le présent en attendant l'arrivée du deuxième invité. Bienvenue Merveille. Merci beaucoup Hervé, c'est un plaisir pour moi. Comme toujours d'être là sur ce plateau, je suis devenu un peu un habitué de cette émission. Une grande émission qui est très suivie. Absolument. Et surtout qu'aujourd'hui l'actualité elle est vraiment elle est abondante, donc nous allons en parler effectivement. Et surtout qu'avec le ministère des Sports, le vieux François Kaboulo, que saluer la nomination d'un journaliste. Ah oui, absolument. En tant que journaliste, nous saluons également la reconduction du ministre de la Communication et des Médias en tant que ancien journaliste, mais également de Madame Wivine Moleka, ancienne journaliste. Aux hydrocarbures. Des hydrocarbures, vice-ministre des hydrocarbures. Donc moi, en tant que journaliste, premièrement, je ne peux que saluer, surtout dans les secteurs des sports, vous savez, ça va faire très longtemps déjà, vraiment très longtemps, qu'un président de la République puisse porter son choix sur un journaliste sportif, donc un vrai sportif, parce que nul ne peut ignorer les qualités sportives de l'actuel ministre des Sports, François Kaboulo, Mwana Kaboulo. Et donc je ne peux que saluer, et je sais qu'avec lui, je crois qu'il y aura un vent nouveau, et déjà on l'a vu d'ailleurs hier avec les Léopards. Oh non, mais ça c'est les tout derniers matchs de Serge Kondé comme ministre des Sports. C'est à mettre dans son actif cette victoire. J'ai dit que ce vent-là a motivé. L'effet Kaboulo s'est fait sentir déjà. Avant ce match, il a fait des critiques objectives. J'ai bien dit objectives parce qu'on a vu la lettre de la mise en garde. La cellule de communication du ministre des Sports. Alors que moi, et bizarrement, 3 jours après, c'est lui qui était visé par cette lettre et devient ministre. Ça, c'est vraiment le miracle des dieux. Et vous savez, dans son analyse, vous sentez que c'était un technicien qui parlait parce qu'il avait vraiment décortiqué, il avait défini le rôle de la FECOFA et du ministère des Sports. Donc, objectivement parlant en tant que journaliste, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Mais oui, vous voulez... Depuis un moment, le président de la République honore la corporation journalistique. Exactement. Dans ses nominations, il y a un accent particulier qui est mis sur les journalistes. Il faut quand même saluer ça aussi. Il faut saluer, effectivement. D'ailleurs, je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est quelque chose à vraiment à saluer. Et vous savez, le choix du ministre Kaboulo Mwana Kaboulo, je le prends à 2 volets. D'abord, le volet sportif. C'est quelqu'un qui a commencé le sport avant que moi et vous ne soyons nés. Nous avons on l'a trouvé dans ces domaines. On a grandi avec sa voix. Donc, c'est quelqu'un qui a suscité de l'espoir. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que apparemment, son choix a mis tout le monde d'accord. Tout le monde est d'accord de ce choix-là. Tout simplement parce que le chef de l'État lui-même, il a réfléchi. Il y a eu certainement plusieurs noms qui ont été proposés parce que ce ministère-là est très convoité. Ah oui, Mais lui-même... Et surtout que depuis un moment, je vois des gens demander le retour aux affaires de l'ancien ministre des Sports, Kamba Ideni. Mais lui, en tout cas, le chef de l'État a bien réfléchi, il a fait son choix, parce que lui, c'est un choix du chef de l'État. Je ne sais pas, sauf si je me trompe, je n'ai pas vu
l'actuel ministre des Sports, François Kaboulo-Mona Kaboulo, dans un parti politique. Je ne l'ai pas vu. C'est aussi ça la grande question. Est-ce qu'il est nommé comme membre d'un parti politique ou le président a justement estimé que Kaboulo, c'est quand même quelqu'un qui connaît les sports, il est dans ces domaines depuis des années et qu'il peut apporter un vent nouveau dans ces domaines? Je pense que le chef de l'État a misé sur les critères compétences, surtout compétences, et encore que c'est vraiment son domaine, parce que moi, en tout cas, j'ai fréquenté le président Kaboulo à l'UMPC. Vous savez, il était président. Et vous êtes son rapporteur. Son rapporteur. Et en tout cas, je n'ai jamais entendu le président Kaboulo de l'époque, l'actuel ministre des Sports, parler d'un parti politique ou aller dans une réunion. Est-ce qu'il était lui-même au courant de cette nomination ou il a été aussi surpris comme tout le monde? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il était au courant, parce que s'il était au courant... Il allait vous flasher déjà. Peut-être. Mais en tout cas, je crois qu'il n'était pas au courant. Donc, c'est une nomination que moi, personnellement, je salue. De l'autre côté, il y a aussi deux calibres qui sont venus. Il y a Jean-Pierre Bemba. On va en parler. Et Vital Kamere. Ce choix-là, moi, j'ai deux analyses sur ça. Bien avant de parler des Kamere et de Jean-Pierre Bemba, j'aimerais qu'on continue de commenter sur les journalistes qui ont été promus. Il y a Wivine Moleka qui est nommé vice-ministre des hydrocarbures. Est-ce que c'est un choix qui se justifie ou vous estimez que Félix Tshisekedi s'est trompé un peu sur le profil de Wivine Moleka? Elle a été journaliste, on le sait, et puis l'a nommée aux hydrocarbures. Je crois que le choix je ne vois pas le rapport. Je crois que nomination politique ou basée sur l'expertise. En tant que journaliste, qui est un historien du présent, je crois que le choix de la vice-ministre Wivine Moleka a été politique. Politique parce que, vous savez, elle a quitté le PPRD. Elle a fait longtemps dans les partis politiques. En fait, elle était au PPRD, elle était à l'UDPS. Elle a été aussi à l'UDPS. À l'UDPS aussi, oui. Donc, je pense que le choix de Wivine Moleka, c'est un choix politique. Parce que Wivine Moleka ne sort pas fraîchement de la promotion, de la profession, allais-je dire. Oui. Elle a quitté la promotion depuis longtemps. Elle a été députée. Alors que le choix du ministre des Sports, c'est vraiment quelqu'un qui quitte à peine la promotion pour la profession pour... C'est quelqu'un qui n'avait même pas envie de quitter la profession, on va dire. Qui fait ce métier avec beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'on l'attendait hier. J'ai même vu certains réclamer qu'il fasse ne fût-ce qu'un dernier reportage. Un dernier reportage. Donc, en fait, les choix du ministre Kaboulo et Wivine Moleka et Patrick Mouyaya, c'est un peu différent. Patrick Mouyaya était déjà à l'Assemblée nationale. Ensuite, il est devenu ministre des Communications. Et puis après, il a été reconduit. Mais Kaboulo-Mona Kaboulo, le ministre Kaboulo-Mona Kaboulo, vient tout fraîchement de la profession. Il était directeur des sports à la RTNC. Donc, c'est quelque chose que moi, personnellement, je salue. Alors, il faut signaler aussi que les attentes sont grandes par rapport à la nomination de François Kaboulo-Mona Kaboulo. Voyez-vous Kaboulo être en mesure de répondre à toutes ces attentes qui sont placées sur sa personne? Bon, en tout cas, je ne parle pas en son nom parce que je n'ai aucun mandat. Vous analysez? J'analyse exactement, mais je pense simplement qu'en tant que journaliste, que son mandat va refléter, en tout cas, les différentes critiques qu'il a eu à faire tout récemment, parce que si vous suivez très bien sa dernière vidéo, il n'a pas été tendre avec l'actuel ministre des Sports ou le ministère des Sports dans son fonctionnement. Vous pouvez facilement, en tant que bon journaliste, déjà détecter les priorités de l'actuel ministre des Sports. Moi, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, lorsque j'ai pris le temps de suivre sa dernière vidéo avant qu'il ne soit ministre des Sports, en tout cas, il a donné des éléments très techniques. Il a souligné ce qui doit être privilégié pour l'avancement du sport en RDC. Ah, mais la critique est toujours aisée, hein, mais c'est plutôt l'art qui pose problème. En tant qu'analyste politique, en tant que journaliste, j'estime que son mandat va refléter le contenu de sa dernière vidéo, parce que dans cette dernière vidéo-là, il avait vraiment bien décortiqué, donné des éléments techniques
Et je pense même que ça doit être cette vidéo-là qui a encore une fois de plus convaincu le chef de l'État, le président de la République, en effet. Donc je crois bien. Mais nous lui souhaitons bon mandat, en tout cas. En tant que les journalistes, nous allons l'accompagner. Vous, d'ailleurs, je sais que vous allez l'accompagner. Absolument. Nous allons l'accompagner tous pour la réussite de ces secteurs. Très bien. Alors, on continue de décortiquer la sortie du gouvernement. On n'a pas vraiment changé l'ossature de cette équipe. On a maintenu, on dirait, 80% à peu près des ministres. Et puis, on a rappelé quelques-uns, notamment Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. D'une manière globale, avant de parler des Kamerhe et Vital, et des Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, pardon, vous faites quelle lecture aujourd'hui de ces remaniements? D'abord, on attendait ces remaniements, ça va faire déjà plus de 3 mois, si je ne me trompe pas. Et moi, je savais, en tant que journaliste, que beaucoup de ministres allaient revenir. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes à une année électorale. À une année électorale, et les chefs évitent les ennemis. Ah oui, il faut gérer les frustrations, il faut gérer les tensions. Plus d'amis et moins d'ennemis. Et tous ces calibres qui étaient au gouvernement, les laisser de côté pouvait créer des ennemis. Donc je pense qu'il a fait une lecture politique. Il a joué à la prudence. Il a joué à la prudence, en effet. Il a joué à la prudence, je pense bien. Mais seulement moi aussi, en tant que journaliste, vous l'avez annoncé, c'est 2 calibres. Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. C'est les deux noms qui retiennent d'ailleurs l'attention de l'opinion. D'abord, premièrement, je dois être sincère, je ne m'y attendais pas. Ça a été une surprise de voir Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargé de l'économie, et de voir Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre chargé de la défense, accepter d'être derrière Sama Lukonde. Vous imaginez, de voir Sama Lukonde mener les bâtons de commandement. Donc déjà pour moi ça a été une surprise premièrement. Et concernant le ministre, l'actuel vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, j'ai 2 lectures. Allez-y. La première lecture, d'abord lui en tant que Bemba, ancien vice-président de la République, chargé des questions économiques et finances. Chargé des questions économiques et finances, ancien rebelle, vous comprenez. Et tout, en tout cas, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui avait ou qui a du poids politique avec son parti, le MLC. Alors, voir Jean-Pierre Bemba accepter d'être vice-premier ministre, personnellement, ça m'a étonné. Accepter d'être subalterne de Sama Lukonde, l'actuel premier ministre, c'est quelque chose qui m'a personnellement étonné. Je ne m'y attendais pas. En tout cas, Bemba, soit il est premier ministre à la limite, ou bien Jean-Pierre Bemba, il reste président d'une chambre du Parlement. D'une chambre du Parlement, ça peut passer, ou bien il reste président du MLC et il place ses délégués. Normalement, c'est ça la logique. Comme l'avait fait Moïse Katumbi. Moïse Katumbi l'a fait. Moïse Katumbi a préféré rester leader et il place ses délégués. Mais voir Bemba accepter cela, je me dis, est-ce que Bemba ne serait pas en train de préparer les élections? Mais en même temps, une autre lecture, c'est une lecture positive. C'est que le profil de Bemba, c'est en tout cas, on sait que Bemba c'est un combattant. Nous savons que Bemba c'est un ancien rebelle. Nous savons que Bemba c'est un militaire. D'accord? Et pas un militaire de formation. J'ai dit Bemba c'est un ancien rebelle, c'est un militaire. Et aujourd'hui nous faisons face à des rebelles. Vous comprenez? Il comprend mieux le langage des rebelles que quiconque dans ce gouvernement. Ça veut dire que même sur le plan opérationnel, sur le terrain, Jean-Pierre Bemba a la cartographie. Jean-Pierre Bemba, en tout cas, je pense que les rebelles, en tout cas, s'il ne faut pas dire qu'ils ont peur, mais ils ont actuellement un doute en regardant le profil juste de Jean-Pierre Bemba. Vous savez, Jean-Pierre Bemba n'a plus rien à perdre. Il a fait 10 ans à la CPI. Vous imaginez? Il maîtrise très bien comment fonctionnent tous ces gens-là. Il a dirigé un mouvement rebelle. Vous imaginez? Il maîtrise tout. Et Jean-Pierre Bemba, en tant que
Premier ministre chargé de la Défense, en ce moment où la RDC est en train de se battre pour mettre fin à la guerre, d'ailleurs, tout le monde condamne ce qui se passe à l'Est. Je vois même tous les opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, tous sommes d'accord que la RDC retrouve la paix. Et je pense que le profil de Bemba, politiquement parlant, sur le plan stratégique, ça peut jouer. Seulement, il reste d'attendre le concret. Comme vous l'avez dit, jusque-là, nous ne faisons que des lectures sur base des éléments que nous avons en notre possession. Alors, mais nous devons attendre. En quoi la nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête c'est de la vice-primature de la défense désormais, peut-elle changer la donne sur terrain? Je vous ai expliqué ici. Parce que pour certains, Jean-Pierre Bemba, c'est aussi quelqu'un qui a contribué à la dégradation de notre situation sécuritaire à travers ses accords, à travers ces alliances qu'il a tissées avec l'Ouganda. Moi, je suis en train de parler de la technicité. Sur le plan technique, Jean-Pierre Bemba a déjà eu à diriger des troupes. Alors que les ministres de la Défense qui se sont succédés n'ont jamais eu à diriger des troupes. Vous savez, dans d'autres pays, généralement, les ministres de la Défense, c'est un militaire. On met des généraux. Dans d'autres pays, parce que c'est un secteur stratégique. Dans d'autres pays. C'est ça la réalité. Chez nous, ici, on a toujours mis des civils. Les civils s'y sont succédés. Il n'y a pas eu de résultats. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, avec un politicien actuellement, oui, mais un ancien rebelle, quelqu'un qui a déjà été en contact direct avec les militaires, peut-être amener quelque chose de nouveau. Mais comme vous l'avez dit, il reste le concret. Nous voulons le concret en fait, parce qu'il est là, oui, mais si après quelques temps nous ne voyons pas de changements, nous allons le critiquer. Est-ce qu'on ne surestime pas la puissance ou la capacité de Jean-Pierre Bemba? Parce qu'il faut rappeler ici que Jean-Pierre Bemba n'est pas nommé président de la République ou Premier ministre. Il est vice-premier ministre, c'est-à-dire qu'il dépend d'une politique définie par le président de la République et appliquée par le Premier ministre. Et lui, il ne fera que subir cela. Si je ne me trompe pas, le président veut que la paix soit rétablie à l'Est, n'est-ce pas? Alors si Jean-Pierre Bemba doit travailler selon la vision du chef de l'État, la logique voudrait qu'il se batte pour établir la paix. Exact. Les premiers ministres même, n'est-ce pas? Et il est dit que chaque ministre est responsable de son secteur. Ça veut dire qu'on donne les instructions, mais si les exécutants ne sont pas efficaces, sur le terrain, il va se poser un sérieux problème. Donc j'estime qu'il peut faire quelque chose, mais nous voulons les concrets. Nous ne voulons pas... Nous voulons les concrets. Nous attendons qu'il vienne. S'il réussit, nous allons l'applaudir. S'il ne réussit pas, nous allons le critiquer. Nous allons revenir sur ce même plateau. Nous allons critiquer. On n'aura pas peur parce que c'est Jean-Pierre Bemba. Nous allons le critiquer. Donc voilà. Mais moi, personnellement, je souhaite bonne chance à Jean-Pierre Bemba. J'espère qu'il va réussir son mandat. Vital Kamerhe. Personnellement, Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie. C'est son domaine de prédilection. Domaine de prédilection, oui, mais politiquement parlant, il ne devrait pas. Pourquoi? Politiquement parlant, il a le profil. Vous savez, je vais vous dire ceci. Vous savez, les secteurs de l'économie actuellement, c'est les secteurs qui posent le plus de problèmes. La raison pour laquelle le président est allé chercher quelqu'un qui maîtrise l'économie. Attendez, il faut stabiliser les taux d'échange, n'est-ce pas? Il faut travailler pour que les secteurs économiques soient en fait équilibrés afin qu'il y ait des emplois, etc. Et en moins de d'une année des élections, ça peut être très compliqué de relever, j'ai bien dit, ce défi. Et lui, en tant que politicien avec des ambitions de diriger le pays plus tard, à sa place, je n'accepterai pas de prendre un tel ministère à la veille des élections. Vous imaginez, à la veille des élections, parce que maintenant là, il doit défendre le bilan du président de la République. Il faut privilégier les intérêts de la nation selon ses camarades du parti. Tant mieux. C'est un bon discours politique. Tant mieux, c'est un bon discours politique. Mais seulement, je donne une analyse politique. Je pense que moi, avec le profil de Vital Kamerhe,
à ce stade. Vous- J'éviterai, je vais peut-être déléguer comme il a fait avec Boji, parce que Vital Kamerhe, il faut qu'on se le dise, il n'a jamais quitté les présidents de la République, malgré la prison et tout. Ses collaborateurs sont toujours restés, certains à la présidence, d'autres sont restés ministres jusqu'à aujourd'hui. Vous reprochez exactement quoi au profil de Vital Kamerhe, quelqu'un d'ailleurs qui est présenté comme un homme très Je ne intelligent, reproche qui rien. maîtrise l'économie. Vous Je- reprochez quoi Je ne reproche rien à cet homme? Est-ce qu'il n'a pas le profil pour diriger la je ne vice-primature de reproche l'économie? rien au profil de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, qui ne sait pas au Congo que Vital Kamerhe c'est un type intelligent? Qui ne sait pas que Vital Kamerhe au Congo a fait des preuves? Ça, c'est, il est passé à l'Assemblée nationale, il a laissé des empreintes. Vital Kamerhe a fait lire Joseph Kabila à des reprises, si je ne me trompe pas. Si j'ai Non, bonne une mémoire, fois, une fois. Voilà, une fois. Ça veut dire que Vital Kamerhe a toujours été un bon manager. Il a toujours eu ses côtés humains, surtout humains. Quand vous travaillez avec Vital Kamerhe, vous serez épanoui. Il a toujours eu le côté, mais ça, vous ne pouvez pas le nier. Contrairement Non, mais à moi, d'autres. je n'ai jamais travaillé avec lui. Ah, mais je vous l'apprends, Ça peut arriver demain, vous pouvez travailler avec lui. Vous êtes un journaliste brillant. Merci. Vous êtes encore trop jeune, donc demain, l'avenir peut vous réserver beaucoup de surprises. Il a toujours été, en tout cas, il a toujours eu ses côtés humains. Aucun journaliste aujourd'hui ne va les nier. Seulement, je pense que en tant qu'analyste, le secteur économique a beaucoup de défis, beaucoup, et il a peu de temps. Peu de temps. Est-ce que c'est possible, dans le 9 mois qui reste encore, pour qu'on arrive à organiser les élections, que les nouveaux ministres, les nouveaux membres du gouvernement puissent aussi réaliser des choses qui peuvent impacter d'une manière ou d'une autre la société? Surtout Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba qui sont aujourd'hui nommés dans deux secteurs qui rongent la vie des Congolais. C'est possible, surtout pour les ministres qui sont reconduits. Il y a des ministres qui ont fait trois mandats. Quelqu'un comme Julien Paluku, Pius Mwabilu, Mwabilu, Molendo il Sakomi, était avec Ilunkamba. dans le gouvernement Ilunkamba, gouvernement Sama 2. C'est-à-dire que quelqu'un comme Julien Paluku, il a tout le temps. Mais les gens qui viennent à peine d'arriver, c'est un challenge. Je parle de Bemba et Kamerhe. Est-ce que les deux auront-ils cette capacité de réaliser quelque chose qui pourra impacter? Capacité de gestion, Vital Kamerhe Vital Kamerhe a fait des preuves. Jean-Pierre Bemba, bon, il était vice-président. Bon, il n'a jamais chargé de l'économie et finance. Bon, il n'a jamais géré directement comme ça. Et ils étaient dans un contexte aussi très compliqué avec Joseph Kabila, des 1+4. Où en tout cas chacun s'est préparé, s'est préparé pour les élections. Et après, il n'a jamais géré. Donc Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas, j'ai bien dit, je ne sais pas vraiment donner un avis sur ses capacités de gestion, parce que moi, je n'ai jamais vu Jean-Pierre Bemba, par exemple, travailler comme ça, comme vice-premier ministre dans un gouvernement. Par contre, Vital Kamerhe a eu à travailler à l'Assemblée nationale, il a géré. Il a été aussi ministre de l'Information par le passé. Ministre de l'Information. Et on retient aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur lui. Donc, quelqu'un comme Vital Kamerhe, je ne peux pas nier ses capacités. Mais alors, seulement, en tant que journaliste et en fonction des éléments concrets que nous avons, nous estimons que c'est très compliqué. Ça sera compliqué. Vital Kamerhe prend la vice-primature de l'économie dans un contexte très difficile, comme vous l'avez d'ailleurs relevé ici. Il y a dépréciation de la monnaie, il y a flambée des prix sur le marché. Par où Vital Kamerhe doit-il commencer pour maîtriser cette situation? Vous l'avez dit, vous savez, ce secteur-là, tout est prioritaire. Vous imaginez, tout est prioritaire. Les prix des produits alimentaires, les taux d'échange, tout. Il doit commencer partout. Tout dans ce secteur est prioritaire. Et généralement, tout, en fait, s'entrelace, comme on dit. Les taux d'échange et la stabilité du cadre économique, c'est que maintenant tu as parlé du cadre macroéconomique, etc. Les tout, en tout cas, ça marche, ça va de pair. En même temps, lorsque vous réussissez à stabiliser les taux d'échange, cela aura des conséquences directes sur les prix des produits sur les marchés et puis le prix d'achat, n'est-ce pas? Les fonctionnaires vont retrouver leur prix d'achat parce qu'aujourd'hui, vous avez un fonctionnaire, il peut vous dire, bon, je touche 1 million de francs congolais.
Et si vous prenez, vous convertissez les 1 million de francs congolais en dollars, vous allez voir que ça est très compliqué. C'est moins de 1 000 dollars. Les professeurs actuellement. d'université, on disait qu'ils touchaient 2 000 dollars. Dans quel taux? Le taux ancien. Si on prend les montants qu'ils touchent avec le taux actuel, c'est moins. Ouais. Vous imaginez? Alors, ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué. Si on arrive à stabiliser ces secteurs-là, vous verrez que tout le monde sera épargné. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un secteur très stratégique. Très bien. Alors, on va se rappeler, il y a, je crois, 1 année ou 2 ans, Félix Tshisekedi, lors d'un discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il avait dit clairement qu'il s'est posé un problème de coordination et de supervision au sein du gouvernement. Alors, lorsqu'un président de la République s'exprime dans ces termes, on comprend clairement qu'il vise le Premier ministre. Mais comment expliquez-vous à ces jours que Sama Lukonde soit maintenu à la tête du gouvernement alors que le président décriait déjà l'absence de la coordination et de la supervision des différents projets lancés par le gouvernement? Je vous ai dit ici qu'actuellement, je crois que le choix des animateurs des institutions aujourd'hui, ça veut dire des portefeuilles aujourd'hui, les ministres et autres, c'est un choix purement politique. Je vous l'ai dit que nous sommes à moins d'1 année des élections. Les chefs évitent ou doivent éviter des ennemis. Et pour ça, il essaye de gérer les choses, je viens dire, politiquement. Il y a quelqu'un comme Sama Lukonde qui, visiblement, n'a pas peut-être eu une base assez éloquente, comme le cas de Bemba ou Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il peut... Le choix de Sama Lukonde... En quoi il peut influencer l'élection de Félix Tshisekedi? Je l'ai dit la fois passée dans un autre plateau, que le choix de Sama Lukonde a été très politique. Le président de la République, lorsqu'il est élu, il a pris comme Premier ministre Ilunkamba. Il a voulu créer de l'ombre au président de la République, n'est-ce pas? Ça a créé des problèmes, il y avait des oppositions, on a vu l'imprésident... Parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas trop bien. Voilà, il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, ça c'est vrai. Mais lorsque vous êtes Premier ministre, normalement, vous dépendez du président, et surtout que si vous êtes dans une coalition, vous imaginez, si c'était dans la cohabitation, là on pouvait comprendre. Mais là, ils ont opté pour la coalition. Donc ça veut dire qu'ils travaillaient ensemble, donner au chef la majorité. Parce que dans un régime semi-présidentiel, lorsque vous n'avez pas la majorité, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites la coalition ou la cohabitation. Ok. Dans la cohabitation, le Premier ministre est là, il est issu de la majorité parlementaire, ça veut dire que c'est lui qui a pris la majorité. C'est-à-dire qu'au nom de la politique, on peut accepter de maintenir à la tête du gouvernement un Premier ministre dont le fonctionnement est décrié par le président de la République lui-même. Je vous dis ceci, que l'actuel Premier ministre ne crée pas l'ombre au chef de l'État. Il y a eu un sérieux problème. Mais il ne sait pas coordonner et superviser les différents projets du gouvernement. C'est aussi un problème. Je vous ai dit ici que moi je suis sur le plan purement politique. Exact. D'accord. Sur le plan de la gestion, ça vous avez totalement raison. Il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas. On ne peut pas les nier. Il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas. Vous avez totalement raison. Mais je suis en train de vous expliquer que, vous savez, dans la gestion de la rise publique, il y a toujours 2 dimensions. Il y a la dimension politique, d'accord. Et puis il y a l'autre dimension que je suis en train de que vous êtes en train de décrier ici. Et je crois, je ne dis pas que c'est ça, parce que je ne travaille pas avec le chef de l'État. Mais en tant que journaliste, en faisant ma lecture, je me dis que le président de la République a certainement préféré les choix politiques. A fait des choix politiques parce qu'il vient d'un parti politique et le but d'un parti politique... Un parti politique qui n'a pas aussi... pas un grand nom comme l'UDPS ou le MLC. Il vient d'un parti politique qui est un parti politique ait un nom ou pas. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps que possible. Et la politique, c'est un jeu dont l'enjeu est le pouvoir. Pour le pouvoir, les politiciens sont prêts à tout. Vous imaginez? Ça veut dire que puis la politique, elle est très dynamique, vraiment très dynamique. Alors, autre question. Oui. Sama Lukonde est décrit comme un Premier ministre, pas avec une forte personnalité, avec un leadership faible. Voyez-vous Sama Lukonde être en mesure de gérer des grands leaders comme Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe? Ça risque d'être compliqué, vous avez tout à fait raison.
ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, je l'ai dit à l'entame de l'émission. Parce que déjà, il y a certaines indiscrétions qui laissent entendre qu'il y a des ministres au sein du gouvernement qui ne sont pas contrôlés par SAMA. C'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit au début de l'émission, que les choix de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe, personnellement, j'ai été surpris. J'étais surpris et je me demande à quoi ça va ressembler, cette collaboration. Je suis curieux de voir ce qui va se passer parce qu'on sait que Jean-Pierre Bemba a un sang très chaud. Ah oui, hein? Et Vital Kamerhe, on sait que c'est quelqu'un qui parfois ne supporte pas et qu'on puisse lui donner des injonctions. On l'a vu avec Joseph Kabila. Ils se sont séparés suite à un dossier de l'Est. Le président dit ceci et le président de l'Assemblée nationale dit autre chose, il refuse, etc. Donc, voilà pourquoi je suis en train de vous dire que je suis curieux de voir à quoi va ressembler la collaboration entre Sama Lukonde et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Vous savez, mais ce que je sais est que Sama Lukonde, c'est quelqu'un qui facilement s'efface. Ça, c'est un constat, ça c'est ce que moi je fais comme constat personnel. Donc c'est quelqu'un qui évite parfois des problèmes. Il est moins éloquent, comme vous l'avez dit, effectivement, il parle. Il est trop réservé. Il est trop réservé. Il a un profil très compliqué. Un profil très compliqué. En même temps, c'est un profil qui est à l'avantage de Tshisekedi. Parce que vous l'avez dit vous-même, je ne vois pas Jean-Pierre Bemba, Premier ministre, et parfois accepter des injonctions directes comme ça. De sa nature, il finira par s'enflammer parce que c'est quelqu'un qui a un sang très chaud. Alors, autre question. Est-ce que le fait pour Félix Tshisekedi de nommer Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, ça ne cache pas aussi une intention de la part du président de la République d'étouffer les ambitions présidentielles de Kamerhe et Bemba? Parce qu'il est connu de tout ce qui est Kamerhe et Bemba. C'est des gens qui ont envie. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un choix purement politique, très stratégique. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, il faut se rassurer qu'ils soient avec vous. Et la meilleure façon de les contrôler, c'est quoi? C'est de les placer au gouvernement. Bon, Vital Kamerhe était en position de faiblesse, ça il faut qu'on se le dise. Il vient de la prison et politiquement parlant, le président de la République le tient ici. Oh, comment ça? Mais je suis en train d'analyser politiquement. Le président de la République le tient ici. Il a été sauvé de justesse. C'est un grand leader qui dispose d'une base. C'est un grand leader, oui, mais Vital Kamerhe a été sauvé de justesse. Il a été sauvé par la justice, et non par le président de la République. Je n'ai jamais dit qu'il a été sauvé par le président de la République. Ah oui. J'ai dit qu'il a été sauvé de justesse par la justice, en effet. Mais je sais aussi que dans le dossier 100 jours, il y a eu une dimension politique. Nul ne peut l'ignorer. Grady ne peut pas l'ignorer. Vous imaginez. Mais par contre, c'est le choix de Bemba. C'est le choix de Bemba qui m'a personnellement vraiment surpris. Le choix de Bemba d'entrer au gouvernement qui m'a personnellement un peu surpris. Ça m'a vraiment un peu surpris. Mais bon, comme on le dit toujours, la politique est très dynamique. Dans la politique, vous pouvez même voir demain ou après-demain un opposant farouche de Tshisekedi devenir Premier ministre au cas où Tshisekedi était au pouvoir. Ou bien, dans la politique, il faut savoir que les alliances se font et se défendent. Qui pouvait croire que Félix Tshisekedi allait faire alliance avec Joseph Kabila? Qui pouvait croire? Alors que l'UDPS et l'épée Joseph Kabila, c'était la souris et le chat. Qui pouvait le croire? Très bien. Mesdames et messieurs, vous regardez Perfect Press, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Nous parlons de la sortie du gouvernement Sama 2. On en parlait avec Merveille Bailenge. Et là, le deuxième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Grady Bongwele, très en retard. Bienvenue, cher Grady. Merci de l'invitation. Je voudrais m'excuser parce que, vous savez, ce n'est pas toujours évident de s'émouvoir à Kinshasa avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Je tenais à être là bien avant, mais malheureusement, la rigueur du temps ne l'a pas permis. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, directement, on va parler de cette sortie du gouvernement Sama 2. Le président a remanié l'équipe gouvernementale, ce qui est vrai. La plupart des ministres ont été maintenus, mais il y a les entrées fracassantes de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba qui font parler, qui font couler beaucoup d'encre et de salive.
D'une manière globale, vous faites quelle analyse de la nomination de ces deux personnalités? Non, mais premièrement, il faut dire que c'est un gouvernement qui suscite beaucoup d'espoir pour le peuple congolais parce qu'on a toujours dit que nos politiques, de grosses pointures de la classe politique, n'envisagent que la présidentielle. Mais maintenant, vous voyez que Vital Kamerhe et Bemba nous ont surpris. Pourquoi? Parce que Kamerhe est un économiste avéré, et tout le monde le sait. Déjà, son intelligence fait l'unanimité. C'est vrai, son comportement parfois laisse à désirer, mais intellectuellement, c'est quelqu'un qui est bien assis. Et c'est un docteur en économie. Donc, sa présence au gouvernement suscite beaucoup d'espoir parce qu'il a bien compris que le Congo doit être redressé, n'est-ce pas, économiquement. Et puisqu'il a la clé, il peut faire quelque chose. Jean-Pierre Kamerhe, c'est l'homme de la situation pour sauver l'économie congolaise. Ben, si vous regardez très bien, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendrez compte que Vital Kamerhe a toujours été au centre de tous les enjeux. Il a toujours été comme un sapeur-pompier, même lorsqu'il était avec Kabila et même maintenant qu'il est avec Félix Tshisekedi. Il vient toujours dans des moments très délicats pour, n'est-ce pas, trouver la solution aux problèmes des Congolais. Mais cette fois, le contexte est très difficile et particulier. Il y a des possessions de la monnaie, on en parlait d'ailleurs avant. Oui, très bien. Avant d'arriver. Oui, mais il y a flambé des prix sur les marchés. En 9 mois qui restent pour qu'on arrive à organiser les élections, voyez-vous Vital Kamerhe être en mesure d'apporter des solutions concrètes à ces secteurs qui aujourd'hui rongent la vie des Congolais? Oui, vous savez, rien n'est impossible. Vous voyez, rien n'est impossible. Et quelqu'un comme Kamerhe, s'il accepte d'être ministre de l'économie. Vous savez, beaucoup de gens négligent ces ministères simplement parce que Kabila l'a réduit, n'est-ce pas, à la régulation du prix des carburants et des importations. Mais si vous regardez depuis l'époque coloniale, voire même depuis Kasavubu, Mobutu, le ministère de l'économie, c'est l'un des ministères le plus importants. Vous voyez, et Kamerhe veut en fait redorer l'image de ces ministères et nous saluons, n'est-ce pas, l'intelligence du président de la République de pouvoir les nommer à ces postes-là. Mais il n'y a pas que Kamerhe, il y a aussi les vieux François. Vous voyez, le vieux François Kaboulou a fait une entrée pour moi impressionnante et nous espérons que le sport congolais sera à la hauteur. S'agissant de Jean-Pierre Bemba, bon, là je suis dubitatif parce que Bemba, Bemba a été soutenu par des Ougandais. Là, l'histoire le sait très bien, tout le monde le sait. Mais lorsqu'on lui donne le ministère de la Défense, vous savez, le ministère de la Défense est là pour gérer, n'est-ce pas, l'administration. Oui, c'est stratégique, mais il est beaucoup plus penché sur l'administration. Et vous donnez à quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba ces ministères, intellectuellement, il peut faire quelque chose, mais... Il a le profil, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Pour avoir combattu, pour avoir été au front, pour avoir fait la guerre. Je pense très bien que le président de la République aurait pu faire opérer un autre choix plutôt que de donner à Jean-Pierre Bemba. Pourquoi pas Jean-Pierre Bemba? Bon, vous savez... Il est présenté comme l'homme qui a la solution. Non. Face à l'insécurité qui dérange Bemba n'a jamais été dans une des meilleures écoles militaires de ces pays. Bemba, je ne sais pas si Bemba... Il a dirigé. Oui, il a dirigé, mais on connaît tous dans quel contexte et on connaît tous ce qui était derrière lui. Vous vous souviendrez, il y a un cours que nous avons eu en L1, analyse du langage, on a parlé du livre du professeur, voilà. Donc c'est très compliqué avec ces choix de Jean-Pierre Bemba, mais étant congolais, je lui accorde le bénéfice du doute et on va voir ce que ça va donner. Alors je vous repose la question que j'avais posée à merveille. Voyez-vous Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe être en mesure, bon, ils ont déjà accepté d'intégrer le gouvernement, ils vont travailler sous le leadership de Sama Lukonde, mais voyez-vous par contre Sama Lukonde être en mesure de gérer ces deux personnalités, des grands leaders, il faut le dire, avec des comportements parfois qui laissent à désirer? Oui, écoutez, il faut être un homme d'État. Vital Kamerhe l'a démontré. Il s'est effacé pour soutenir Félix Tshisekedi. Il est devenu son directeur de cabinet. Et aujourd'hui, il est au gouvernement. Étant un homme d'État, il n'a pas autre choix que de faire ce que Sama Lukonde lui dira. Et donc, pour Jean-Pierre Bemba, oui, Bemba, c'est aussi un homme d'État.
ils savent pourquoi ils sont là et accordons-leur le bénéfice du doute et puis on va voir ce que ça va passer. Beaucoup de gens pensent qu'ils se sont humiliés. Non. Vital Kamerhe a eu des déboires judiciaires. Oui, mais quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale et puis accepté aussi. Oui, Olivier Kamita, on sait comment, on sait ce qu'il est devenu à côté de Moïse Katumbi. Et donc, Kamerhe joue, l'avenir de Vital Kamerhe se joue maintenant parce que, vous savez, il veut faire oublier, n'est-ce pas, la population. Alors, il fait quoi de ses ambitions présidentielles? C'est ce que je dis. Il veut faire. J'ai suivi, je crois, il y a 24 heures, Billy Kamba, le secrétaire général de l'UNC, dire qu'au moment opportun, la question sera débattue au sein du parti. C'est ça. Vital Kamerhe veut faire oublier aux Congolais tous ces déboires judiciaires. Ah bon? Il sait très bien que le social du Congolais pose problème. Et puisqu'il a la solution, il vient, étant homme d'État. Qu'est-ce qui vous fait croire que Vital Kamerhe a la solution pour sauver les sociales des Congolais? Non, mais partout où il est passé, il a laissé des résultats significatifs. Non, mais il a augmenté les salaires de ceux qui étaient avec lui. Non, mais l'augmentation... Il nous l'a dit lors du procès 100 jours. L'augmentation... J'ai triplé les salaires des conseillers. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise gestion. Lorsqu'on augmente les salaires, c'est pas... Et après, la population C'est ce que j'ai dit. Il comprend très bien... Qui attend voir les rabais des prix sur le marché. Il comprend très bien la situation. Et ce n'est pas pour rien que Félix Tshisekedi a accepté de le nommer ministre de l'économie nationale. Beaucoup de gens négligent ce ministère, mais je pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, même des opposants vont envier ces ministères. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'à travers ces nominations, Félix Tshisekedi a voulu étouffer les désirs de Kamerhe et Bemba de briguer la présidentielle? Mais écoutez, Hervé, c'est vrai, tout le monde peut rêver de devenir président de la République. Mais ça ne se fait pas. La France, depuis la 5e République jusqu'à aujourd'hui, la France a combien de présidents de la République? On ne devient pas président de la République tous les jours. Donc il faut 5 ans ou 10 ans. Alors Kamerhe doit attendre après 10 ans pour servir son pays. Jean-Pierre Bemba doit attendre après 10 ans pour servir son pays. Et qu'est-ce qui lui dit qu'après 10 ans, il va devenir président de la République? Écoutez, le pays a besoin d'eux et ils ont accepté de servir la nation. On ne peut que les soutenir, Hervé. Donc il n'y a pas autre choix que de les soutenir. C'est un gouvernement des Congolais, un gouvernement qui vient, n'est-ce pas, trouver la solution aux problèmes des Congolais. Étant Congolais, on ne peut que les soutenir. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'ils se sont humiliés. Je ne pense pas en tout cas. Qu'est-ce que les deux gagnent à travers ces nominations? Oui, ils auront des avantages comme vice-premier ministre de l'économie et de la défense. Mais sur le plan politique, Kamerhe et Bemba gagnent quoi? Sur le plan politique, ils vont gagner si ils apportent des résultats escomptés. C'est dans ce sens-là qu'ils vont gagner. Mais pour l'instant, je pense que s'ils ont accepté, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose. Mais le bénéfice viendra après les résultats. Parce que maintenant, vous savez, on a beaucoup de problèmes dans le pays. On ne peut pas dire qu'ils ont déjà gagné. Attendons voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Mais connaissant les hommes, Kamerhe et Bemba, je pense qu'ils peuvent se distinguer. Il y a aussi un monsieur qui a été nommé, mais on ne fait pas trop attention à lui. C'est Moussa Nyamwisi Antipas. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose de Moussa qui était pratiquement effacé depuis un moment? Ouais. Moussa a été vraiment très effacé. Mais moi, j'étais surpris que le président de la République fasse son choix sur lui. Mais seulement, je sais que tout récemment, si je ne me trompe pas, il a pris des positions en faveur du président de la République. Donc, politiquement, moi, je vous dis que ce gouvernement, c'est un gouvernement très politique. Il y a des gouvernements des technocrates avec l'autre, avec Matata, qui était là. Il avait fait un gouvernement en fonction des profils des gens qui ont ce qu'on appelle d'abord le savoir-faire, le style américain et tout. Mais ce gouvernement, je vous ai dit que nous sommes dans un contexte particulier. C'est-à-dire que la population ne doit rien espérer de ces gouvernements, comme Grady l'a dit. Par exemple, la population maintenant là attend deux choses principales. D'abord, la sécurité et puis le social. Parce que les élections, c'est un acquis. Vous comprenez? Il doit y avoir élection parce que... Et la sécurité, oui. Le président a fait son choix sur Jean-Pierre Bemba, qui maîtrise aussi, d'une manière ou d'une autre, les questions sécuritaires. Mais c'est ce que j'ai dit, aussi Peter Kazadi, qui est promu vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé de l'aspect sécuritaire, de la paix.
la sécurité englobe le tout, n'est-ce pas? Et l'intérieur, et la défense, et tout. Parce que l'intérieur s'occupe de la sécurité interne. Et puis la défense sécurise le pays vis-à-vis des menaces externes. Et actuellement, là, nous avons d'abord, je dis que d'abord, prioritairement parlant, c'est d'abord la sécurité et puis le social. C'est-à-dire le président a bien ciblé. Ça veut dire qu'il a en même temps ciblé, ça veut dire faire un choix pour les besoins du moment, mais surtout un choix très politique. Pourquoi voyez-vous toujours la politique? Parce que je vois mal, je ne comprends pas. Pourquoi ne mettez-vous pas en avant-plan l'expertise des Kamere et Bemba? Un monsieur comme Jean-Pierre Bemba accepter d'être sous les commandes. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, écoutez, permettez que j'argumente. J'ai dit ici que vous pouvez être un homme d'État. Et pour ça, moi, n'est pas moindre. Écoutez, vous pouvez être un homme d'État, mais il faut savoir que la personnalité et la carrure comptent beaucoup en politique. Il vous a rappelé le cas Olivier Kamita. Attendez, non, ancien Olivier président Kamita, de l'Assemblée nationale qui a accepté de se faire porte-parole d'un individu. Nous parlons ici des fonctions officielles. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le cas avec Kamere, non? Et Bemba. Attendez que je termine. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas comparer les cas d'Olivier Kamitatu et les cas de Kamere. Et pourquoi pas? Parce que si vous estimez que Kamere et Bemba ont régressé en acceptant d'intégrer le gouvernement, alors on dira pas des Kamitatu. Est un fin privé. Mais ici, nous sommes en train de parler de la gestion de la res publica. Et voir un leader comme Jean-Pierre Bemba, un leader comme Vital Kamerhe accepter d'être sous les commandes de Sama Lukonde. Je pouvais comprendre que Vital Kamerhe Bemba soit Premier ministre. Vous comprenez? Parce que quand on est élu président de la République, automatiquement, on devient puissant. Mais ça change quoi dans la personnalité de Kamerhe et Bemba? C'est ce que j'ai dit. Je vous dis que c'est un choix très politique. Il y a eu certainement des pourparlers parce que je ne vois pas le président de la République nommer Bemba et Kamerhe sans les avoir consultés parce qu'au fond de lui, il peut se dire que quelqu'un Bemba a voulu nommer là-bas, il peut désister, non? Et là, politiquement parlant, ça peut vous déstabiliser davantage. Donc, il a certainement eu le temps de discuter sérieusement avec les deux personnalités. Et j'insiste sur le fait que ce choix-là, moi, à mon avis, en tant qu'observateur, journaliste et analyste politique, c'est un choix purement politique. Politique, pourquoi? Premièrement, parce que le président de la République doit se rassurer d'avoir Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe de son côté. Parce qu'on sait que, selon l'accord de Nairobi, il était prévu que... Il faut oublier cet accord selon l'UDPS. Non, je suis en train de donner l'histoire. Je suis en train de donner d'abord l'histoire. Selon l'accord politique, selon l'accord de Nairobi, il était prévu que le président de la République fasse un mandat, ensuite cède à Vital Kamerhe. On sait qu'au départ, Jean-Pierre Bemba Gombo, lorsqu'il est revenu, d'abord, il était très proche de Moïse Katumbi. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier opposant de Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi. Ah bon? Ah oui, mais moi je vous l'ai dit. Actuellement, c'est Moïse Katumbi. Et vous allez voir un monsieur comme Jean-Pierre Bemba accepter de faire partie de ce gouvernement. Premièrement, ça veut dire que Bemba a fait des concessions. Et Vital Kamerhe, ils ont fait des concessions. Ils ont accepté. Ça, en langage politique, ça veut dire que nous avons accepté que Félix Tshisekedi soit le candidat, notre candidat en 2020. Très bien. Parce qu'ils sont en train de travailler pour le bilan du président de la République. À la fin, on va comptabiliser également les 9 mois qu'ils ont passés là-bas. Vous imaginez, et si quelqu'un avait des ambitions politiques, avait des ambitions de postuler comme président de la République, je ne pense pas qu'il accepterait d'entrer dans un gouvernement à moins d'une année des élections. Voilà pourquoi je motive, je dis que c'est un choix purement politique. Mais personnellement, je crois que quelqu'un comme Bemba a ce choix-là, ça peut impacter. Ça peut impacter. Donc voilà. Alors, Grady, pour merveille, Vital Kamerhe doit oublier, on ne doit pas oublier, mais l'accord de Nairobi, aujourd'hui, on doit un peu l'oublier, le mettre de côté. Non, je ne pense pas. Écoutez,
ce sont des politiques. Voyez-vous, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, au bout des 9 mois de leur gestion, dire à Félix Tshisekedi, dit bon, messieurs, on vous a servi, nous voulons aussi prendre notre chemin, on va postuler comme candidat président. Non, Hervé, écoutez, personne n'a gagné la présidentielle dans ce pays seul. Même Kabila, le tout-puissant, a été incapable d'aller à la présidentielle seul. Il s'est toujours appuyé sur Antoine Kizenga, il s'est toujours appuyé sur beaucoup de partis politiques. Et donc, il est impossible de gagner les élections seul. Si Félix veut avoir Kamerhe Bemba, ce n'est pas un problème. Tout comme Moïse est en train de chercher aussi des alliés partout. Et donc, ce n'est pas un problème s'il y a une dimension politique par rapport à leur nomination. Mais nous, ce que nous martelons ici est que nous penchons sur leur expertise. C'est ce qui est important. Avoir des agendas politiques, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est de trouver la solution au problème des Congolais. Si Kamerhe est capable de redresser l'économie de ces pays, nous allons les soutenir. Et nous savons très bien qu'il est capable de le faire. Au regard de son parcours, il a été conseiller dans 12 ministères dans ces pays. Il a été ministre de la communication. Il a été président de l'Assemblée nationale. Vous les connaissez bien, je vois. Voilà. Donc, si il dit qu'il va redresser ces pays, l'économie de ces pays, on ne peut que le soutenir. Jean-Pierre Bemba, oui. Jean-Pierre Bemba a eu des ambitions présidentielles il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce que dans la province de l'Équateur, il n'est pas seul aujourd'hui. Il est avec... Il n'est pas seul, oui, mais il reste ses grands leaders. Il est avec ces messieurs de la REP. Guy Luando. Non, et donc, voyez-vous Guy Luando faire les poids avec, moi, je suis de l'Équateur. Je suis de l'Équateur. Je suis de l'Équateur. Je sais ce que je dis. Et donc, c'est très compliqué pour Jean-Pierre Bemba maintenant de postuler à la présidentielle parce que dans sa province natale, il partage maintenant sa célébrité, sa popularité avec une autre personne qui est... Il ne sera pas élu président que dans la seule province de l'Équateur. Oui, mais il faut d'abord, n'est-ce pas, réaffirmer, n'est-ce pas, son leadership dans son coin. Et c'est ça Hervé. Depuis 1960, la sociologie électorale de notre pays ethno-tribal, tout le monde le sait, quand bien même que nous les condamnons. Et donc ça va être très compliqué pour Jean-Pierre Bemba de postuler et de devenir président. Il le sait très bien. Et s'il décide de soutenir le président de la République, s'il décide de venir au gouvernement parce qu'il pense qu'il peut trouver la solution, il n'y a aucun problème. Vital Kamerhe, même. Et donc, nous devons que les soutenir. Ce sont des hommes d'État. Et je vous dis, Hervé, dans les jours à venir, beaucoup de gens, beaucoup d'opposants accepteront aussi de devenir ministres comme l'ont fait Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? Non, mais écoutez, lorsque vous voyez Bemba devenir ministre de la Défense, je crois que même Katumbi, même Fayulu, même Muzitu, ils se sont posé beaucoup de questions. Mais ils se sont rendus compte que l'État passe avant tout. Les intérêts de la République passent avant tout. Et l'histoire même de notre pays va retenir que Jean-Pierre Bemba a accepté de devenir ministre de la Défense au sein du gouvernement Samalou Kondé, sous la présidence de Félix Tshisekedi, pour sauver la nation. Vous savez, et l'histoire ne va pas oublier cela, tout comme Vital Kamerhe. Et donc, nous devons que les soutenir, y compris Moussa Niamouissi, Antipas, ministre de l'intégration. Il y a trois anciens candidats présidents qui intègrent ce gouvernement. C'est ça, Hervé, c'est ça, c'est pas un problème. Ça s'est fait dans plusieurs pays, ça s'est fait. Obama a accepté de battre campagne pour Biden. Et donc, c'est l'intérêt de la nation qui passe avant tout. Si ces trois hommes pensent qu'ils peuvent aider le président de la République à mettre fin à l'insécurité, je pense qu'on ne peut que les soutenir, tout comme le vieux François, dont je salue la nomination et j'étais très content de le voir devenir ministre des Sports dans ce pays. Ouais, moi également, je salue la nomination des vieux Kaboulou, mais je suis triste que son ami de tous les jours, Fouassa, ne puisse jamais vivre tous ces... tristes mémoires. Alors, une autre personnalité qui fait son entrée dans ces gouvernements, c'est Peter Kazadi. C'est le cadre de l'UDPS qui va remplacer Daniel Asselo, accusé longtemps d'être amorphe vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ici sur le plan de la sécurité interne. Et Peter Kazadi arrive dans un contexte où il y a le phénomène Koulouna qui bat son plein à Kinshasa. Au niveau des Kwamout ici, il y a des gens qui tuent. Voyez-vous Peter Kazadi détenir le profil pour diriger ces méga ministères?
Bon, écoutez, Peter Kazadi, je pense que c'est l'UDPS c'est pour le compte de l'UDPS qu'il est devenu ministre. Est-ce qu'on a encore tenu compte de la représentativité? Oui, mais donner le ministère politique dans la composition de ce gouvernement. Accorder un ministère aussi important à quelqu'un comme Peter Kazadi, je pense que c'est un ministère qui a été toujours géré par l'UDPS depuis l'avènement de Félix. Mais je crois que s'il a la volonté de servir la nation, je pense qu'il va le faire. Mais je regardais son passé, je ne pense pas qu'il a la carrière de pouvoir devenir ministre de l'Intérieur. Mais ça? Le voyage de 1000 pas commence toujours par un seul pas. Et je crois qu'il va se distinguer. Tu aurais souhaité que Kazadi soit nommé où? Mais j'aurais voulu qu'il soit même conseiller du président de la République, plutôt que d'être ministre de l'Intérieur, Hervé. Vous savez, on ne blague pas avec la sécurité de l'État. Je ne dis pas qu'il n'a pas le profil, mais je ne peux pas non plus dire qu'il a le profil. J'observe, j'attends voir ce qu'il va apporter comme résultat, ce qu'il va apporter comme touche particulière par rapport à ses ministères, et puis on pourra apprécier après. Mais pour l'instant, je crois que je reste dubitatif. Non, mais pourquoi êtes-vous dubitatif? Non, mais je regardais son passé. Qui connaît, Kazadi, qui maîtrise la politique. Directeur du cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, après député provincial et après ministre de l'Intérieur, Hervé. Je ne sais pas, dans un pays qui a beaucoup de problèmes sécuritaires comme la RDC, donner ses ministères à Peter Kazadi, peut-être il a des compétences que j'ignore, mais connaissant l'homme, je reste dubitatif. C'est dans ce sens-là. Peter Kazadi, à la vice-primature de l'Intérieur, il a le profil pour diriger ces grands ministères? J'aurais aimé un grand calibre. Oh, Peter Kazadi n'est pas un grand calibre. Aujourd'hui, après les premiers ministres, c'est le membre le plus précieux. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en cas d'absence du premier ministre, c'est Peter Kazadi qui fait l'intérim. Absolument. Vous imaginez, ce n'est pas pour rien qu'il dit que c'est un ministère très, très, très stratégique. L'ANER, c'est sous sa gestion. Vous imaginez la sécurité intérieure. Aux États-Unis, l'Amérique, on parle d'ailleurs de la sécurité intérieure comme un secteur très, très, très... C'est le troisième ministre UDPS qui va diriger ces ministères. Avant lui, on a connu Gilbert Kankonde qui est parti, Asselo. Les deux ont été jugés d'amorphes. Nous avons compris que l'intérieur, aujourd'hui, c'est entre les mains de l'UDPS. Depuis toujours, hein? Depuis qu'ils sont au pouvoir. Depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est entre les mains de l'UDPS. Seulement, je pense que l'UDPS pouvait mieux choisir. Mais bon, comme on dit dans la politique, parfois les facteurs de confiance priment sur la compétence. Ah bon? Parfois, oui, je vous l'ai dit. Même dans les cabinets politiques, partout, c'est d'abord les facteurs de confiance. Un chef doit travailler avec ses hommes de confiance. Quand vous dites Olivier Kamitatou, ça veut dire que Moïse Katumbi a pleinement confiance en Olivier Kamitatou. Ce n'est pas pour rien. Le choix de DIRCAB, le choix des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères, ce sont des choix très stratégiques, très, 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 très stratégiques. Lorsqu'on porte le choix sur toi, ça veut dire qu'on a pleinement confiance en toi. Donc moi ici, au fond de moi, je me dis que bon, c'est peut-être parce que le chef a pleinement confiance en lui. Mais voir Peter Kazadi, prédire que Peter Kazadi sera très performant, je préfère me réserver. Mais pourquoi êtes-vous dubitatif sur le choix de Peter Kazadi? C'est un député provincial. Oui, c'est un avocat, c'est un monsieur intelligent, mais vous savez, chaque intelligence, suivez-moi très bien, chaque intelligence dépend de son secteur. Vous imaginez? Chaque intelligence dépend de son secteur d'action. Moi, je suis intelligent, mais si vous me prenez, vous me mettez dans le domaine des mathématiques, je serai nul et de nul. Vous imaginez? Mais quand on me laisse dans mon secteur, qui est la communication, les sciences de l'information et de la communication, je vais donner les meilleurs de moi-même. C'est ça. Alors, prendre quelqu'un comme lui là-bas, bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que le chef a confiance en lui, mais je lui donne quand même la chance. Nous attendons. Peut-être qu'il va
il va faire mieux que les Très deux. bien. On va parler de la loi personnes. Tchani, mais rapidement. Les ministres qui ont été reconduits, il faut citer Patrick Mouyaya, Tony Mwaba, Moïne Donzangi, la dame qui est aujourd'hui à la justice, Madame Rose Mutombo. D'une manière globale, vous pensez que c'est des gens qui méritent ou qui méritaient d'être maintenus dans ces gouvernements, ou vous estimez que le président pouvait aussi mieux faire en choisissant d'autres personnes pour occuper ces différents ministères? Non, mais écoutez, ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef. Mais Patrick Mouya est donc c'est quelqu'un qui se distingue. Jean-Pierre Liao aussi, c'est vrai, parfois il s'y livre à des pratiques populistes, mais il fait aussi très bien son travail. Dans l'ensemble, le président de la République a opéré des choix judiciaires, et ceux qui sont restés, je pense qu'ils ont bénéficié de la confiance du président de la République. C'est toujours pour des raisons politiques qu'ils ont été maintenus, ou vous pensez que leur bilan a plaidé pour eux? Mais Hervé, on appelle ça remaniement, on n'appelle pas ça changement. Donc il y a eu remaniement, c'est-à-dire qu'on prend ceux qui n'étaient pas là, ils rejoignent le gouvernement, mais on ne change pas carrément l'équipe gouvernementale, et c'est ce qu'a fait le président de la République. Et donc, voyons voir ce que ça va donner, mais étant congolais, on doit rester positif et voir ce que ça va donner. Vous partagez son avis? Les ministres qui ont été maintenus au gouvernement, vous pensez que c'est pour des raisons politiques, ou vous estimez que c'est des gens qui ont bien travaillé? Je vous ai donné ici, vous ai dit au début, j'ai été clair. Si vous révisionnez l'émission, vous allez voir que les chefs, en ce moment, évitent d'avoir plus d'ennemis. Et je connais les politiciens congolais. Et attendez. Oui, je sais, mais moi je connais très bien les politiciens congolais. Les ministres reconduits, vous imaginez, quelqu'un comme, je vais donner un exemple simple, quelqu'un comme Jean-Lucien Boussa, si on l'avait mis de côté, je vous rassure qu'il allait... Il allait partir où? Il allait partir. Ou il a quitté déjà Kabila. Il allait rejoindre l'opposition. L'opposition est plurielle. Ils sont nombreux comme ça. J'ai juste donné un exemple. C'est ça l'ADN de l'homme politique congolais. Il ne supporte pas d'être mis de côté. Et attendez, je suis en train Il a un parti politique qui est implanté. Récemment, il a fait le plein chez toi. Je suis en train de vous faire comprendre que les politiciens congolais, surtout à une année électorale, si vous le mettez de côté, il va rejoindre. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a eu beaucoup de difficultés avec la sécurité et tout. Il a toujours beaucoup de difficultés. Et il a intérêt à avoir beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Donc, il a préféré poursuivre avec les mêmes personnes, juste réajuster, notamment, par exemple, au niveau de l'économie, parce qu'il y avait un vide là-bas, au niveau du plan, parce qu'il y avait un vide là-bas au niveau des transports, voies des communications, parce qu'il y avait un vide là-bas, et au niveau de la défense, il a juste fait une permutation. Celui qui était le ministre de la Défense est allé à la recherche scientifique. Celui de la recherche scientifique est allé à l'agriculture. Et puis, on place Jean-Pierre Bemba, parce que je pense que c'est très stratégique. Deux autres faits. Il y a des provinces aujourd'hui qui estiment qu'elles ont été marginalisées. J'ai suivi quelques déclarations des ressortissants des Maïndombe qui estiment qu'ils ne sont pas représentés dans ces gouvernements, alors qu'on peut voir une province comme le Grand Équateur aligner comme ça 5 membres, et 2 même à la vice-primature, les Kassai, n'en parlons même pas, le Grand Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ceux qui estiment qu'ils sont marginalisés ont raison de s'exprimer? La représentativité a-t-elle été prise en compte? Je crois que le président de la République est conscient de cette situation, que la représentativité doit être effective. Mais s'il n'y a pas eu représentativité, certainement, il doit y avoir des raisons. Vous voyez? Il doit y avoir des raisons, mais... Attendez, après, un gouvernement de plus ou moins 57 membres, nous avons 26 provinces, vous estimez qu'il y a des raisons d'exclure d'autres provinces? Je dis, s'il n'y a pas de représentativité, il doit y avoir certainement des raisons. C'est quoi ces raisons? Je ne sais pas, mais je t'ai dit qu'il doit y avoir des raisons, parce que le président de la République
est conscient que la représentativité... Le Maniema, par exemple, n'a pas des représentants dans ces gouvernements. La représentativité doit être effective et le président de la République le sait. Mais si certaines personnes se sentent lésées par rapport à ces gouvernements, elles ne doivent qu'être patientes parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de postes, tout le monde ne doit pas servir. On a nommé pratiquement partout déjà. Vous attendez encore quel poste? Tout le monde ne doit pas seulement servir dans le gouvernement. Pour servir son pays, tu n'as pas besoin. Très bien. Dans le gouvernement. Merveille, la représentativité a-t-elle été prise en compte? En tout cas, ce qui est vrai, que j'ai vu un peu un déséquilibre, ça veut dire qu'il y a des provinces qui ont été mieux servies. Les Kivu, le Grand Équateur, les Kasaï, par rapport aux autres. Je reste ici convaincu que c'est purement stratégique et politique parce que... mais oui, écoutez, stratégie et politique. C'est mon avis. Je sais qu'aujourd'hui, un bon politicien sait faire la lecture des provinces qui peuvent facilement donner la victoire à on nomme maintenant en fonction de la victoire aux élections. On ne tient plus compte de la représentativité qui est d'ailleurs une disposition de notre Constitution. Je suis en train de vous faire... Moi, je suis en train de vous analyser ce que moi j'ai observé et constaté. On sait que le Kivu, en tout cas des natures, c'est lui qui gagne au Kivu, gagne les élections. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Il y a des États où, quand vous gagnez les élections, dans ces États-là, aux États-Unis d'Amérique, vous devenez président de la République facilement. Cela a été démontré. Et chez nous, ici au Congo, très facilement, celui qui a le Kivu gagne souvent les élections. Aujourd'hui, avec les Kasaï, on voit que les Kasaï aujourd'hui commencent un peu à avoir de l'ampleur. Certains le disaient ici, par exemple, que la CENI avait travaillé pour gonfler au Kasaï. La CENI a démenti cela. Mais moi, je sais que dans la politique, tout ça, ça compte. Et on sait que le Congo central, Maï Nombe et autres n'ont pas vraiment... C'est-à-dire qu'on peut sous-estimer d'autres provinces parce que là, le président ne va pas gagner. Moi, je ne sous-estime pas les provinces. Non, mais attendez. C'est ce que vous dites. Moi, je suis en train d'analyser. Permettez que je parle. Moi, je suis en train d'analyser. Dans les manières qui n'est pas représenté, il ne peut pas donner des voix au président de la République. Attendez, je ne suis pas en train de sous-estimer les provinces. Et je ne dis pas que c'est bien. Vous comprenez? Un gouvernement de 57 membres, nous avons 26 provinces et vous trouvez normal que certaines provinces ne soient pas représentées? Je dis ceci, que je ne suis pas d'accord qu'une province soit beaucoup plus représentée que les autres provinces. Mais seulement, je suis en train de constater que certaines provinces sont privilégiées par rapport aux autres. Et politiquement parlant, cela peut être justifié par la cartographie électorale. Et juridiquement, c'est une faute. Mais bien sûr. Alors, bien sûr, parce que entre la politique et le juridique, on dit toujours que tout doit prendre en compte la géopolitique, la dimension géopolitique. Ça, c'est une évidence, c'est vrai, c'est même défini dans notre Constitution. Mais là où je suis en train de vous donner, ça peut être, quand on analyse, n'est-ce pas, on est dans l'approximatif, ça veut dire qu'on est en train d'interpréter. Ça peut être justifié par. Et moi, je pense que, politiquement parlant, à moins d'une année des élections, quand je vois les Kivu beaucoup plus représentés que les autres provinces, je me dis, peut-être parce que, en tout cas, selon l'histoire de notre pays, c'est lui qui a gagné les élections au Kivu, gagne souvent, très bien, devient souvent président. On va terminer l'émission par cette dernière thématique. La loi Tchani a été déposée et réceptionnée même au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer cette proposition de loi qui viserait à diviser les Congolais, à séparer les Congolais. Vous faites quelle lecture de cette proposition de loi? Écoutez, Noël Tchani et Tsing Poulou sont des Congolais. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. De réfléchir à haute voix. Voilà, ils sont libres de réfléchir à haute voix. Alors, ceux qui pensent que cette loi va diviser les Congolais, ils n'ont peut-être pas tort. Mais je crois que si vous faites une fixation sur une personne, là, ça pose problème. C'est une loi qui est déjà inscrite pour ce calendrier et elle sera débattue.
aux élus de décider. Parce que nous avons voté les élus pour qu'ils votent des lois, n'est-ce pas, pour qu'ils soient en fait nos représentants. Et c'est à eux de décider. Quant à moi, je pense qu'il est libre d'exprimer ses opinions, il est libre de dire ce qu'il pense. Et ceux qui pensent qu'ils sont la cible de cette loi, je crois qu'ils ont tort parce que la loi est impersonnelle. Quelle est l'opportunité d'initier à ces jours une telle démarche, sachant que à travers quelques pays qui nous entourent ici, nous avons vu des problèmes, notamment en Côte d'Ivoire, avec ces problèmes de l'ivoirité. Vous connaissez ce qui s'est suivi après. Un peu partout à travers le monde, en Allemagne. Quelle est l'opportunité à ces jours d'initier une telle démarche? Bon, écoutez, moi je ne suis pas pour cette loi, je ne soutiens pas cette loi, cette proposition de loi, mais je pense qu'il est libre d'exprimer son opinion. Il est libre de dire ce qu'il pense, lui et son colistier, si je peux le nommer ainsi, Tini Pouloulou. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Maintenant, il revient aux députés nationaux de décider s'ils pensent que c'est une loi qui va nous aider à renforcer notre sécurité, à renforcer notre paix, eh bien, c'est à eux de décider. Mais quant à moi, je ne la soutiens pas, mais je comprends en fait la démarche de Noël Tchani et de Tini Pouloulou. À ce jour, les enfants qui sont nés du métissage, comment peuvent-ils se sentir? Écoutez, Hervé, même aux États-Unis, il y a des conditions pour devenir président de la République. Même en France, il y a des conditions. Ces conditions ne doivent pas être les mêmes, mais il faut qu'il y ait des critères pour accéder à un poste aussi prestigieux comme la présidence de la République. C'est vrai, il y a des conditions. Et Noël Tchani et Tini Pouloulou se sont rendus compte qu'ils peuvent apporter quelque chose pour renforcer ces conditions, renforcer la sécurité de notre pays. Attendons voir ce qui va se passer. Mais je pense que ceux qui tirent sur eux ont tort parce que ce sont des Congolais et ils sont libres d'exprimer leur Très bien. opinion. Tini Pouloulou et Noël Tchani sont des Congolais qui sont libres d'exprimer leur opinion. Pourquoi du côté d'Ensemble pour la République, les cadres et militants de ces partis voient dans la démarche de Tini Moïse Katumbi comme cible? Vous imaginez, il a parlé ici, il a dit ici que la loi doit et est impersonnelle. Je vais partir d'un exemple simple. Avant de venir, je vois sur les réseaux sociaux une vidéo de l'initiateur de cette proposition, Noël Tchani, sur Congo Web Télévision, le confrère de Congo Web Télévision, en train de citer nommément Moïse Katumbi. Je l'ai vu aussi. Vous avez vu cette vidéo-là? Si la loi est impersonnelle ou doit être impersonnelle, pourquoi est-ce que lui, dans sa bouche, il n'y a que le nom de Moïse Katumbi? Tu vois là où lui, il cite Katumbi, il cite Mouyambo, il fait un qui n'a pas la tête des Congolais. Même le chef de l'État lui-même n'a jamais été pour cette proposition de loi. Il a dit, j'ai même vu une vidéo du chef en Europe où il a dit que lui ne soutient pas cette loi. Même moi, je ne peux pas soutenir. Demain, si moi j'épouse, bon, je suis déjà marié. Si mon frère a un enfant avec une femme de l'Occident ou une femme étrangère, une femme étrangère, bref, son enfant n'a pas droit de diriger ce pays. Notre loi dit que est congolais d'origine, est appelé congolais d'origine, c'est lui qui a le sang, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que même si l'un de tes parents était congolais d'office, tu es congolais. Nous avons les binationaux ici. Vous avez Samuel Moutoussamy. Vous connaissez Samuel Moutoussamy? Sa mère est antillaise. Non, son père est antillais et sa mère est congolaise. Ce n'est pas pour autant qu'il représente la RDC. Marcel Tisserand. Vous avez Marcel Tisserand. Joël Kiassoumou. Vous avez tous ces Congolais-là qui sont des binationaux. Il interdisait également aux binationaux de jouer dans l'équipe nationale. Moi, je pense que c'est un faux problème. Et ce qui fait mal, c'est que les opposants vont mettre ça sur les dos du président de la République parce que lui, Noël Tchani, il a le nom du président de la République dans sa bouche. On sait que lui, en tout cas, il ovationne le chef. Qu'il soutienne le chef, mais qu'il
Arrête avec cette loi-là, parce que vous savez, même sur le plan international, la loi internationale refuse la discrimination. Et ça, c'est discriminatoire lorsque vous dites qu'il est métis. J'ai vu une vidéo où des Congolais, du Parlement debout par exemple, est en train de citer nommément tous les métis que nous avons ici. J'ai même vu, ils ont mis même Jibien Piana dans la liste des métis. Je ne savais pas que Jibien Piana était métis. On cite Kengo Adondo, on cite Moïse Katumbi, on cite Adam Bombole, Patrick Bologna et les autres. Il s'est permis de dire Mundela Leka Kiwana. Cette personne-là, il a déjà fait la prison à cause de ces genres de il a pleuré comme un gamin. Il a pleuré, on a vu les images. La même personne revient. Nous voulons que le Congo soit uni, qu'il évite de chercher beaucoup plus de problèmes au chef. Le chef, maintenant, là, n'a pas besoin de problèmes parce que les élections, c'est pour bientôt. Il doit se montrer rassembleur. Et pourquoi Noël Tchani insiste sur cette loi alors que lui-même il est présenté comme un citoyen américain? Non seulement il insiste sur cette loi, mais il a un nom dans sa bouche. Partout où il passe, il cite Moïse Katumbi. C'est là où il est en train de fauter. Il pouvait venir avec sa loi, sa proposition de loi, ne citer les noms des personnes, n'est-ce pas? Laisser les communs des mortels analyser, citer les noms et même détecter. Mais lui, en tant que auteur de cette loi, ne devrait pas en réalité mettre un accent sur un politicien, et surtout qu'on sait que ce politicien aujourd'hui est opposé au président de la République. Donc je pense que il doit revoir son style et aussi que cette loi-là ne soit pas traitée à l'Assemblée nationale. Alors quand le président de la République n'était pas d'accord avec cette proposition de loi, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'avait même pas voulu la recevoir. Mais actuellement... le président de l'Assemblée nationale a reçu cette proposition de loi et puis il s'est mis à l'annoncer comme ça, tambour battant. Ça aussi, personnellement, je n'ai pas apprécié, mais nulle part j'ai vu le président de la République dire que je suis pour la proposition de Tchani. Ça, il faut qu'on se le dise, ça c'est la réalité. Par contre, il y a une vidéo qui existe où le président de la République dit ça, on sait qu'il est contre. Mais maintenant, l'attitude... Il était contre. L'attitude... Maintenant que la loi est réceptionnée, est-ce qu'on peut dire que le président a changé d'avis? Mbosso et de Noël Tchani et des autres, et personnellement, je ne l'approuve pas. Et moi, en tant que Congolais, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste politique, je dis que cette loi peut créer des problèmes si elle passait. Mais je sais que ça ne va pas passer. Je sais que nos députés nationaux sont responsables et ils savent qu'est-ce qui est bon pour le pays, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le pays. Et cette loi n'est pas bonne pour le pays. Cette loi ne peut pas passer. Moi, je ne soutiendrai jamais cette loi. Jamais. Très bien. Jamais, jamais. Grady Bongwele, est-ce que nous ne risquons pas de vivre l'ivoirité? Ici, on va parler de la congolité dans ce pays. Merveille parle de l'attitude du président Mbosso. Écoutez, qu'est-ce que le président Mbosso a fait? Le président Mbosso a répondu aux questions des journalistes. Ils lui ont posé la question concernant... Mais pourquoi quand tous les députés vont déposer leurs propositions de loi, on n'en fait pas tous ces bruits? Non, mais c'est vous et moi qui lui avons posé la question. Et il était là pour répondre. Non, mais j'ai vu récemment Eric Tchikoum aller déposer une proposition de loi, mais ce n'est pas Mbosso qui l'a réceptionné. Bon, et puis il n'a pas fait... Il fallait laisser l'auteur, l'auteur de cette proposition de faire des déclarations. Katumbi doit s'apaiser. Vous voyez, c'est pas une loi qui est là pour lui, mais c'est une loi qui est là pour la République. Et je pense qu'il doit s'apaiser, se préparer pour les élections. Si sa candidature sera acceptée, il va battre sa campagne tranquillement et il doit laisser Noël Tchani continuer sur sa démarche. Moi, personnellement, je n'approuve pas sa démarche, mais je le comprends. Il est congolais, il a droit d'exprimer ses opinions comme tout le monde. Jusqu'à traiter les autres des enfants bâtards? Ben, ça, je condamne. On ne peut pas traiter quelqu'un des enfants bâtards, mais il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans la poudrière des réseaux sociaux. Non, ça c'est Noël Tchani qui le dit clairement. Nous devons rester professionnels, et se focaliser sur ce qui est officiel. C'est dans ce sens-là, mon frère. Et ces messages relayés par des parlementaires debout, et leur communication n'a jamais été condamnée par la hiérarchie la loi Tchani est personnelle, mais s'il y a récupération politique dans l'UDPS ou dans plusieurs partis politiques, c'est parce que
il y a des candidats qui se sentent, n'est-ce pas, offusqués par cette proposition de loi. En la personne de Moïse Katumbi. Et en politique, je vais dire, tous les coups sont permis. Il n'y a pas que lui, il y a Mouyambo qui a fait une déclaration. Il promet d'ailleurs de saisir la justice internationale. Oui, ce n'est pas un problème. Ils sont libres de saisir toute l'instance internationale. Mais moi, je pense qu'en tant que Congolais, Noël Tiani est libre et nous tous, nous avons nos représentants à l'Assemblée nationale. C'est à eux de décider si la loi sera votée ou pas. Moïse Katumbi fait-il peur au camp du pouvoir? Non, mais comment est-ce que quelqu'un comme Moïse peut faire peur au camp du pouvoir? Katumbi, c'est un bon manager. Katumbi, c'est quelqu'un qui a fait fortune par des manières jusque-là. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il est devenu riche. Mais faire peur au pouvoir en place, je ne pense pas. Et je ne pense pas non plus que Katumbi a la carrure de devenir président de la République. Très bien. Moïse Katumbi fait-il peur à Félix Tshisekedi? On va terminer l'émission par là. En tout cas, moi je sais que dans la politique, il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Très bien. Qui savait, attendez, vous avez parlé en politique comme en sport. Qui savait qu'à l'époque, Félix Tshisekedi deviendrait président. En tout cas, en cette période-là, ça je vous l'ai dit sincèrement. Oui, on jurait tous par la victoire des Chadari. Des Chadari ou de Martin Fayoulou. Tous nous étions surpris. Ça veut dire que la politique a ses réalités. Il ne faut jamais minimiser. Il faut prendre tout le monde au sérieux. Parce que la donne peut changer. Mais supposons qu'il ne soit pas très populaire. Mais une coalition peut se faire autour de lui. Avant les élections de 2018, qui était Martin Fayoulou? Il ne représentait presque rien. C'est parce que la coalition, ça veut dire Tshisekedi, Bemba, Katumbi et les autres avaient d'abord porté leur choix sur lui, que les sympathisants de Katumbi, de Bemba et les autres ont donné du poids à Martin Fayoulou jusqu'à devenir aujourd'hui ce qu'il est. Ça veut dire que dans la politique, c'est un jeu. On a terminé l'émission. Moi, je suis sur l'aspect intellectuel intrinsèque de l'homme. Je ne parle pas. Il peut y avoir des alliés qui peuvent le soutenir. Mais personnellement, je ne vois pas Katumbi gérer ces pays, merveille. Un chef, d'abord, il faut savoir qu'un chef a des collaborateurs. Il dit que Katumbi n'a pas les capacités. C'est un peu comme Kabila, je n'ai pas 15 collaborateurs. Non, ça c'est un faux débat. L'émission est terminée. C'est un faux débat. Voilà, on respecte. Grand merci à vous, cher Merveille. On respecte les présentateurs. Vous êtes toujours ponctuel quand on vous invite. Merci. Grand merci à vous, cher Gani. Vous voulez dire que je ne suis pas ponctuel? Vous êtes aussi ponctuel. De manière indirecte. Aujourd'hui, vous étiez en retard. Et puis, aux confrères qui avaient l'habitude d'accepter les invitations, et puis à la veille de l'émission, quand on vous appelle, vous ne décrochez plus vos téléphones, ce n'est pas professionnel et élégant. Et c'est même irrespectueux à l'endroit du présentateur de l'émission. Essayez de corriger cela. Cette émission est terminée. Un grand merci à toute l'équipe technique. Un grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Au revoir. Salutations au DG Peter Tiani à partir des Bruxelles. Je crois qu'il sera là certainement. Je ne sais pas. La semaine prochaine, je crois. Ok. Bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir.